avec un S à sport. Logos FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Thomas Delarbre, qui est coach des Servals de Clermont-Ferrand. Salut Thomas, comment vas-tu ? Ça va, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. On aime bien les Servals, c'est un club qu'on connaît, un club qui a une trentaine d'années, on va en parler tout à l'heure. Les chroniqueurs ce soir, c'est toujours nos deux stars en fait. Hein. C'est Louis Genillet qui après avoir battu Angers, il est supporter de l'Olympique de Marseille, hein, je le rappelle pour nos auditeurs. Ce qui est une qualité. Exactement, hein, après avoir battu Angers 5-2, Louis s'imagine que Liverpool va prendre une branlée au Vélodrome. Salut Louis, ça va ? Salut Fabrice, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, en plus demain soir au Vélodrome, donc ça va être une belle fête pour supporter nos blancs et bleus. Avec une prestation comme ce week-end, je vois pas comment Liverpool peut arriver à gagner au Vélodrome. Enfin, c'est Angers, hein. Tu disais toi-même qu'Angers, sur une dernière émission, c'était... Enfin bref. Et puis Maxime Secalo qui nous revient de Laponie où il a vu le Père Noël. Mais est-ce que tu as vu une écharpe de l'Olympique de Marseille chez le Père Noël ou pas ? Alors non, mais figure-toi que... Il n'est pas supporter du PSG au moins, j'espère. Non, écoute, ça je lui ai pas demandé. Il parle français, Fabrice, il te salue d'ailleurs. Ça c'est bien. Et j'ai vu je connais comme bien. quoi il y a des supporters de Marseille partout, parce que dans le village du Père Noël, qui est quand même un haut lieu un peu touristique, plus que pour faire du tourisme de discrétion, un maillot de l'Olympique de Marseille, effectivement. Non. Donc, tu vois, ils sont partout, Fabrice. C'est comme les drapeaux bretons, il y en a partout. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Bon, voilà. Et donc j'ai vu un homme faire une photo devant le panneau du Cercle polaire arctique avec un maillot bleu et blanc, Fabrice. C'est bien. Ouais. Bravo. Félicitations. Donc j'étais pas trop dépaysé finalement. T'as pas trop chaud là ? Écoute, il va falloir que notre ami Laurent à la technique peut-être augmente un peu la clim. Voilà. Parce que les chocs de température, je maîtrise pas trop là en ce moment. Parce que nous avons aussi Laurent Courtaliac à la technique. Sans lui, rien ne serait possible. Oui, il fait pas que la clim. Hein. Non, il fait pas que la clim. Il bouge aussi les caméras et puis il monte le volume des micros. Très grand photographe aussi, il faut le préciser. Ouais, c'est vrai. Bon, Thomas. Alors, le football américain, qui bien sûr existe en France depuis pas mal d'années, c'est quand même très compliqué. Donc on a des auditeurs qui connaissent la NFL, qui sont certainement abonnés à beIN Sport. En ce moment, on est en plein dedans parce que c'est la course au Super Bowl. Qu'est-ce que tu peux dire sur le foot américain ? Pourquoi tu as choisi ce sport ? Et puis, est-ce que ce sport s'implante bien en France ou c'est un petit peu difficile ? Alors déjà, pour clore les bouches, c'est pas un sport difficile. Si on a l'impression de loin que c'est un sport difficile, mais il y a une seule règle, il faut faire avancer le ballon sur le terrain, et on a 4 tentatives pour parcourir quasiment 10 mètres. C'est la base du sport, et en fait c'est la seule règle à connaître. Après il y a des règles bien sûr spécifiques sur les fautes et ce genre de choses, mais c'est pas aussi dur qu'on peut le penser. Lorsqu'on s'attarde dessus justement avec beIN ou quoi que ce soit, on peut se rendre compte que les commentateurs donnent toutes les informations et que ça peut être assez facile à comprendre. Après, le sport est présent sur le territoire français depuis les années 80. D'accord. Voilà, donc il y a eu après des équipes qui avaient débuté à cette époque, qui n'existent plus, et d'autres qui existent encore. Et du coup, sur Clermont-Ferrand, ça fait quasiment 30 ans que les Servals existent, mais il y avait aussi des clubs auparavant dessus. D'accord. Et donc, les années 80, ça a démarré où ? Sur Paris Alors, si je dis pas de bêtises, c'est les Spartacus de Paris. D'accord. Enzo pourra me confirmer. Ouais. Il me semble que c'est la première équipe dans les années 80, et après qui ont eu des joueurs qui ont été reconnus après au niveau national, international. Donc dernière question pour moi, après je laisserai la place à mes amis. Donc les Servals de Clermont-Ferrand, c'est un club donc tu m'as dit hors antenne qui a été créé en 94. Première création date de 1994, mais ça vient d'une fusion de 2 anciens clubs qui étaient les Bourbons et les Vigilants, le club de Clermont et le club de Cournon qui ont fusionné ensemble, mais qui datent des années 87-88 il me semble. D'accord, et qui est en 2e division actuellement du championnat de France. 2e division pour l'équipe 1 et 3e division pour l'équipe 2. D'accord, et il y a une équipe de filles. Hein, il y a une équipe féminine qui est en place depuis 4 ans et qui vont faire leur premier championnat cette année qui débute le 31 janvier. Bon, bah génial. Oui. Ouais, juste pour rebondir là par rapport aux divisions, pour essayer de donner un peu de visibilité à nos auditeurs, qu'est-ce que ça représente ? La division 1, c'est l'équivalent de la Ligue 1 en foot ou du top 14. Comment est-ce que ça fonctionne ? Combien il y a de divisions au total ? Alors actuellement, il y a 3 divisions en France. Auparavant, il y en avait 4. Sur la première division, c'est ce qu'on appelle le championnat élite. Il y a actuellement 12 équipes, mais il va y avoir une réforme à partir de la saison prochaine. Et ils vont passer entre 6 et 8 équipes sur une ligue fermée, type Magnus comme au hockey. Ah ouais, ok. Ensuite, il y a la 2e division actuellement où on est 15 équipes.
Et ensuite, il y a tout le reste, entre guillemets, en 3e division, ils ont regroupé anciennement le régional et la D3. Et donc la D3, c'est composé de quasiment 70 équipes cette année. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Donc c'est des poules réparties quasiment par région, entre 4 et 6 équipes. Et ensuite, du coup, des matchs aller-retour et c'est le premier de chaque poule qui ressort pour ensuite jouer une phase de ce qu'on appelle de play-off. Et vous, Division 2, vous allez sur toute la France ? Nous, on est poule sud de la France, donc on est avec Nice, les Dauphins de Nice qui descendent de première division, les Centurions de Nîmes qui étaient déjà avec nous l'an dernier, les Montpellier Hurricanes qui sont aussi avec nous l'an dernier, et la 5e équipe, c'est les Lions de Bordeaux, qu'on n'a jamais rencontrés jusqu'à présent. Max ? Ouais, moi je voulais savoir, Thomas, comment tu étais arrivé tout simplement au foot US. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports auparavant et comment est né cet amour pour le foot US ? D'ailleurs, oui, c'est que j'ai pas répondu sur la première question. C'est pour ça. C'est pas grave, t'inquiète. C'est qu'il y a pas mal de choses en tête. Moi, je suis arrivé au club, j'avais 18 ans, donc c'était en 2008. C'est ça, en 2008, donc ça fait bientôt 20 ans que je suis au club, avec une petite pause au milieu. J'avais commencé, moi, j'ai fait beaucoup de sports jeunes, j'avais fait du foot, du tennis, et mon grand amour a été le handball pendant quasiment 6 ans. Et quand je suis arrivé sur Clermont-Ferrand, parce que je suis originaire de Brioude, de base, quand je suis arrivé sur Clermont, j'ai voulu essayer un nouveau sport. J'ai vu qu'il y avait du football américain à Clermont, j'ai essayé, et depuis, je suis pas reparti. Ça t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a plu dedans ? Déjà, j'avais un gabarit où j'étais un peu plus gras, un peu plus gros. Donc, quand je suis arrivé, ils étaient contents de me voir arriver. Ouais. Donc, tout de suite, j'ai été accueilli dans une équipe où... Ils sont dit Dieu à pouvoir porter le ballon un petit moment. Donc... non, justement, je porte pas le ballon du tout. Non, j'ai jamais touché de ma vie le ballon en match. Mais c'est un sport où j'ai vu une fraternité, une entente entre les joueurs que j'ai pas connue ailleurs. Une entente où on se déplace à 40 en bus, on passe des soirées ensemble, on est tout le temps ensemble pour justement jouer 8 matchs sur l'année, ce qui est quasiment rien quand on compare au rugby, au handball ou tous les autres sports collectifs. Nous, on se bat toute l'année pour faire 8 matchs et en fait, c'est cette fraternité, cette entente qui a fait que j'ai apprécié tout ça. Ouais. J'avais une question par rapport du coup à ton rôle donc, de joueur et coach. Ça s'articule comment parce que donc pour un peu les auditeurs qui regardent des sports un peu plus médiatisés en France comme le rugby, le foot, c'est vrai que on a vraiment le coach et à haut niveau, on parle en 2e division, séparé du terrain. Toi, du coup, ça peut être pas mal aussi parce que tu es un relais du coup permanent sur le terrain. Et comment peut-être faire passer tes consignes avec des adjoints, choses comme ça, comment tu fonctionnes ? Alors, c'est sûr que c'est pas évident. On doit être une des rares équipes, on est même la seule équipe côté sud à avoir un coach joueur en même temps. Ça arrivait par la force des choses où moi j'avais arrêté de jouer en 2017-2018 pour des soucis cervicales, donc j'avais commencé à coacher et il s'avérait qu'après du kiné et de l'ostéopathie, tout ça, j'ai pu reprendre le sport. Et aussi le problème qu'à notre poste, ce qu'on appelle du coup la O-line, donc c'est les bloqueurs offensifs. Je pense qu'on reviendra plus tard dessus sur les postes. Oui, on va revenir dessus. Ouais. On manque malheureusement de gabarits et de gens agressifs à ce poste-là en France. Et du coup, actuellement, je joue encore parce qu'on manque encore de techniciens à ce poste. J'ai la chance d'être sur un poste qui est physique, mais qui n'est pas très délicat au niveau de l'endurance. Donc, j'ai quand même le temps de réfléchir et de mettre en place les stratégies entre chaque jeu. Et on a aussi des gens sur le bord du terrain, on a de la vidéo, on a plusieurs choses pour pouvoir travailler en même temps. Et permettre justement que les actions qu'on fait sur le terrain, on puisse les corriger quand on n'est pas, parce que vu qu'on a des squads offensives et défensives. Et pendant ce temps-là, quand on est sur le bord du terrain, que la défense par exemple est sur le terrain, on a le coach de la défense qui joue pas, qui s'en occupe, et nous en attaque, on adapte nos stratégies. Combien de combinaisons là, j'allais aller là-dessus en plus. Bon, écoute, nickel. Non, mais vas-y, je te laisse. Ça doit être parce que quand on voit les coachs en NFL, là, ils ont tout un tas de cartons, des combinaisons. C'est un truc de fou. Il y a une centaine de combinaisons en NFL et chez les Servals, il y en a combien ? On n'en a pas une centaine pour le match, mais par exemple à Nice où on va se déplacer ce week-end, on a ce qu'on appelle un play call, c'est-à-dire on a un brassard sur le bras ou attaché à la ceinture avec nos jeux qui sont nommés en fonction des situations. Et pour ce match-là, on a quasiment 50 jeux préparés. On ne va pas en jouer la moitié, mais ils sont prêts pour les situations en tout cas à être entrés. Offensivement et défensivement ? Alors ça c'est juste offensif. D'accord. Là j'ai parlé pour la partie offensive. Après défensivement, ils ont leur propre cahier de jeu qui est différent de ce qu'on joue en attaque forcément. Et eux, ils ont à peu près 7 ou 8 jeux différents en fonction de ce que va afficher l'attaque en face en combinaison. Et pour les 50, tout le monde est préparé ? J'espère.
Mais du coup, pardon, ouais. Autrement, gare au coup de bâton. Ah bah ouais. Gare au coup de bâton si tout le monde n'est pas préparé. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Thomas Delarbre, coach des Servals de Clermont-Ferrand, et toujours en compagnie de Louis et de Maxime Secalo, qui a quand même quitté le Père Noël pour le Gosse FM, c'est quand même la moindre des choses. Louis, tu voulais rebondir sur une question très intéressante. Ouais, effectivement. Donc, sur la première partie, Thomas nous expliquait qu'il était coach et joueur. 40 bonhommes. Comment on arrive à gérer justement 40 bonhommes en étant sur le terrain et coach? Parce que bon, aujourd'hui, on le voit bien, la plupart des leaders se montrent aussi par leur performance. Et si t'es pas bon au niveau du jeu, est-ce que t'es plus écouté? Comment t'arrives à gérer justement? On a un avantage chez nous, c'est qu'on peut être jusqu'à 50 sur la feuille de match ou sur le bord du terrain. Mais on a quelque chose qu'on a mis en place dès le début des entraînements et depuis quelques années où je suis là, c'est la responsabilisation. Ouais. Ils savent que je peux pas faire la police. On a 3 coachs qui sont non-joueurs, donc ils sont aussi là pour, entre guillemets, contenir. Mais si chacun d'entre eux respecte pas ce qu'on demande ou vont craquer ou vont de leur côté, en fait, ça fonctionnera pas, puisque c'est l'essence même du jeu. Par contre, on a parfois des joueurs qui s'emballent, qui s'énervent, qui font des fautes. Ça, c'est sanctionné automatiquement, à la fois par le staff, mais aussi par les arbitres. Un joueur qui va venir crier ou frapper quelqu'un ou faire quelque chose qui n'est pas autorisé dans les règles, c'est sanctionné et c'est toute l'équipe qui prend des yards de pénalité, c'est-à-dire on a des yards et on est reculé dessus. Ah ouais. Il y a des flags un peu jaunes, là, comme en NFL? C'est ça, c'est les flags jaunes. Ouais, ok, d'accord, super. La même chose. Et comment, vous pouvez vous mettre un peu sur la tronche ou c'est un peu chaud? Non, c'est pas autorisé de se battre. Mais c'est l'avantage que c'est un sport entre guillemets de combat d'équipe où justement c'est le jeu d'après, on peut régler les différends dans les règles. Ça reste quand même un sport d'impact et qui est quand même violent et on peut se mettre d'accord là-dessus. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est vrai que ça rigole pas, hein, c'est un peu violent effectivement. Et avec ce rôle de coach, Thomas, est-ce que du coup toi tu as peut-être une vision, ça te demande une vision différente de tes coéquipiers? Et justement d'avoir sur tout le long du match, parce que j'imagine que tu fais des changements et peut-être que tu joues pas tous les matchs en entier. Est-ce que aussi d'avoir cette force de peut-être sortir à des moments, les changements c'est autorisé, vous en avez peut-être il y a un certain nombre de changements par match? Non, c'est limité au niveau des changements. C'est limité, donc du coup toi ça peut te permettre aussi de sortir pour prendre un peu de recul sur quelques combines de jeu et re-rentrer pour insuffler aussi un nouvel air. S'il y a besoin, c'est une possibilité. Après, on a la chance que lorsque l'attaque est sur le terrain, la défense l'est pas, ou inversement. Donc lorsque la défense est sur le terrain, moi en attaque, ça me permet justement de corriger ce qu'il y a à corriger avec l'équipe, donner les instructions au coach et ce genre de choses, pour pouvoir pour la suite, corriger s'il y a besoin, si pendant qu'on est sur le terrain, on voit certaines choses. Après, c'est vrai que pour parler de moi directement, j'ai eu la chance de partir à l'étranger cet été pour jouer comme joueur et faire justement que joueur et pas m'occuper du coaching. Et c'est vrai que c'est aussi une charge mentale en moins et j'ai pu apprécier le jeu différemment. Ouais, j'imagine. T'es parti où? En Hongrie. Ah ouais. D'accord. À Budapest. Comment s'appelle le quarterback de Clermont-Ferrand ou les quarterbacks? Parce que c'est un peu la star, hein. On connaît tous Brock Purdy, Tom Brady, moi je connaissais Peyton Manning, Russell Wilson, Cam Newton, enfin tous ces quarterbacks-là. Et quel est le nom alors du ou des quarterbacks des Servals de Clermont-Ferrand? Notre titulaire donc, de la deuxième division, c'est Thibaut Meigemont, donc, qui est au club depuis plusieurs années. D'accord. Et ensuite son remplaçant est Enzo Moté, du coup un jeune qui monte de l'équipe U20, qui fait sa première année en senior et donc qui a fait ses premières armes en D3 et qui est prêt à remplacer en D2 si besoin. D'accord. Les Servals, ça démarre à partir de quel âge, justement, l'intégration dans le club? Et ben, notre plus jeune licencié cette année a 9 ans, c'est un petit Louis, qui a attaqué donc, jusqu'à moins de 15 ans. C'est pas un super beau prénom, ça, mais quand même, vas-y, continue. Je te remercie, Fabrice. Les U15, ils n'ont pas de contact jusqu'au U18. Donc, oui. ils ont des flags sur le bord des hanches pour simuler le plaquage. Ils ont les blocs comme sur les autres catégories, mais il n'y a pas de plaquage. Donc, est-ce que c'est bon, ça, toi qui es coach, est-ce que c'est bon d'habituer des jeunes comme ça à ne pas avoir de contact? À mon sens, non. Après, c'est que mon avis personnel. Après, la fédération. Très bonne réponse, ça. La fédération n'est pas du même avis parce qu'aux États-Unis, on voit avec ce qui s'appelle les pee-wee ou les tout petits qui commencent à partir de 5 ans et qui ont du contact, parfois peut-être même un peu trop violent. Mais c'est vrai que pour nous, du coup, les jeunes de U15 qui montent en U18, ils auront leur premier contact à 16 ans ou à 15-16 ans. Ah ouais, ça va les piquer quand même.
Et surtout quand ils vont jouer contre des jeunes qui ont 18 ans, qui ont déjà 2 ans de préparation. Ah oui. Est-ce qu'ils n'arrêtent pas à cause de ça, justement? Parce que s'il y en a un qui prend une grosse cartouche, est-ce que ça va pas le faire réfléchir? Cette année, en U18, on a 17 licenciés et 17 qui sont encore là. Donc pour le moment, on n'a pas eu de souci cette année. Bon, tant mieux, j'espère que ça va À continuer 100%. comme ça. Parce que ça existe au rugby aussi, hein. Il y a le rugby touch, là, ouais, c'est... Moi, je trouve pas ça terrible. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis et Max, de ça? C'est pas ultra médiatique actuellement, mais ça permet aussi, je crois que le rugby touch, il y a un côté aussi mixte. Je crois que tu peux avoir une équipe féminine et masculine en même temps. Donc, écoute, ça permet, je pense, aussi de faire pratiquer une activité physique pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre des caramels tous les week-ends. Ça peut s'entendre. Non, mais je aussi. comprends, mais ça- quand tu prends le nom rugby, dans le nom rugby, bon, il y a contact. Dans le nom foot américain, il y a contact aussi. Donc, si tu enlèves le contact, c'est comme, je sais pas, moi, si au foot, t'as pas le droit de tacle, quoi. Enfin, il y aurait pas de Ouais. tacle Ouais, au mais foot, quoi. je rejoins assez Maxime quand même là-dessus. C'est aussi peut-être une forme de démocratisation du sport, ou du moins de ce sport en particulier, que ce soit le rugby ou le football américain, parce que c'est vrai que c'est quand même pas accessible à tout le monde. Donc effectivement, je rejoins assez Maxime pour le fait de développer un sport. Pourquoi pas déjà commencer par quelque chose de pas trop violent. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Moi, Nous, on a les- justement l'alternative qui s'appelle le flag football, Ah ouais. qui est du football américain mais sans les contacts. Donc Ouais, voilà. après aussi pour stimuler le plaquage, c'est des petits flags qu'on a sur le bord des hanches et qui sera sport aux Jeux Olympiques en 2028. Ah ouais. Ah ouais. Les Américains, c'est Ah une médaille non, d'or c'était supplémentaire. sûr, ouais. Il y a aussi le beach rugby, tu vois, pour revenir sur aussi une dérive du rugby qui est sur du toucher, ou bon là, ce qui se pratique sur du sable. Et pour l'avoir pratiqué aussi quelques étés avec des collègues, c'est assez sympa, assez ludique. Et bon, là, on se rapproche un peu du rugby à 7 sur le fait que tu as beaucoup moins de contacts, c'est plus le cardio et l'agility qui compte. Bon, Thomas, est-ce que les Servals vont gagner à Nice? Toi, en Bonne tant que question. coach, tu dois connaître la réponse avec toutes les combinaisons que tu vas mettre en place. Eh Ça ben, va faire la différence. On est sur une équipe qui descend de première division, qui ont. C'est du costaud, Nice? Oui, c'est une bonne équipe qui est coachée par des coachs renommés de qualité, qui ont eu plusieurs titres de champion de France. Comment tu fais pour préparer ce match, par exemple? Est-ce que tu regardes des vidéos? Eh ben, Sur- c'est la base de notre sport, c'est regarder la vidéo, ce qu'on appelle le scouting. On a justement un logiciel qui s'appelle Huddle, où les vidéos de tous les matchs sont mises dessus automatiquement par toutes les équipes, c'est obligatoire. Où du coup on partage nos vidéos et on s'adapte par rapport à l'adversaire. Et c'est quoi ta tactique? C'est que tu vas isoler les 2-3 meilleurs joueurs de Nice et puis vraiment leur faire mal, ou comment? Eh ben, c'est plus, on est moins sur de l'individualité, mais plus sur de la stratégie globale, où on va regarder les points faibles de l'équipe et ce qui joue, ce qu'on appelle en couverture défensive pour l'attaque, pour notre attaque, et on va jouer sur leurs points faibles. On a pu repérer certains points faibles, on va essayer de jouer dessus, sans garantie que ce soit corrigé entre temps, parce qu'ils nous ont annoncé un nouveau joueur américain qui va arriver justement à ce poste. Pouah. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Mais je l'avais entendu, cette stratégie, c'est la formation écureuil, messieurs qui ne connaissaient pas, voilà, je vous le précise. Moi, je connais que la caisse d'épargne niveau écureuil, c'est tout. Attention, pas de publicité Pardon, sur excusez-moi. cette radio. Société Ouais. Générale et Banque Populaire. Yves- J'en citais 3, je crois. Yves, si tu nous écoutes, on te fait un bisou. Donc, les Servals de Clermont-Ferrand vont certainement monter en première division cette année, alors non? C'est l'objectif du club directement, je l'espère. Après, ça dépendra des résultats sportifs, mais avec la restructuration des prochaines divisions, il y a de grandes chances qu'on soit ce qu'on appelle sur la nouvelle D1 l'année prochaine. Et pourquoi cette nouvelle D1? Parce que peut-être financièrement c'est plus intéressant, ou il y a peut-être des entreprises qui veulent... Est-ce C'est qu'il y a la- d'abord des grandes entreprises qui veulent mettre de l'argent dans le foot américain en France cette année? Ça, j'aurais pas l'information. Je Ouais. sais que par exemple en Hongrie, ils ont Veolia qui sponsorise l'ensemble des équipes. Ah Je ouais. sais pas Non. comment ça fonctionne. Mais par contre, en France, ils veulent faire une ligue fermée justement pour apporter ce qu'ils disent un produit supplémentaire. Ah ouais. Donc après, nous, la D1, on serait pas concerné parce qu'on serait le niveau d'en dessous. Parce que du coup, l'année prochaine, cette année, c'est D1, D2, D3. Et l'année prochaine, ils appelleront Elite, D1 et D2. Et le cahier des charges en élite, ça va être autre chose, hein, je pense. Alors, c'est minimum 300 000 euros Tu m'en parlais tout de à l'heure, recettes par an. Juste de recettes, et minimum 5000 places dans les tribunes, et après il y a plusieurs autres choses à Ah prendre ouais, en c'est compte. un autre niveau. Là. Clermont-Ferrand, Vous jouez où là? Actuellement, on joue au stade des Cézaux sur le terrain d'honneur. Ah, sur les saisons. trouver une tribune de 5000 places, hein. Compliqué. Ça va pas être simple. Hein. Et ben il y a le stade de Clermont Foot, il y a le Montpied qui va être libre. Il y a Très le Montpied régulièrement. qui- Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a déjà les Misérables qui jouent dessus, donc on va pas non plus en rajouter. Ils veulent le rebaptiser le stade Victor Hugo d'ailleurs. Et pour 30 secondes, Maxime. Hein. et par rapport du coup aux infrastructures, est-ce que toi, d'un point de vue du coach, t'es satisfait, ou tu pourrais demander plus, ou t'aimerais plus?
On aimerait y avoir plus, c'est sûr. Après, la métropole et la ville nous suivent quand même sur beaucoup de choses. On a accès à une salle de sport qui est la Maison des Sports. On a accès du coup au terrain des CESO avec le terrain synthétique pour nous entraîner. Si on pouvait avoir des bureaux pour pouvoir jouer, justement, pour pouvoir faire des séances vidéo et travailler avec les entraîneurs, ça serait des choses supplémentaires. Et une salle de sport plus accessible aussi pour tout le monde, parce qu'on est limité sur certains créneaux. Et après, nous, ce serait simplement des poteaux de football américain, ce genre de choses. Mais déjà, un terrain de rugby, c'est déjà suffisant. De retour sur le Goss FM avec un SA Sport. Et on a changé d'invité. Et oui, on permute aussi. C'est un peu comme dans les combinaisons de football américain. Il faut savoir permuter. Et notre invité pour cette troisième partie, c'est Enzo Motet, quarterback des Servals de Clermont-Ferrand. Salut Enzo, comment vas-tu ? Ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Et puis d'avoir voulu permuter avec le coach. Mais bon, vaut mieux que le coach soit de bonne humeur, comme ça tu joueras dimanche. Moi je trouve que ça a été très bien joué de notre part, Fabrice, parce que Thomas disait juste avant qu'il fallait surprendre l'adversaire, et ben là on vient de surprendre nos auditeurs. Exactement. Je trouve que c'est très très bien joué. Ils ont tous mis, ceux qui sont en voiture, ils ont tous mis le clignotant à droite et ils se sont arrêtés et ils ont dit oh là là, il y a une permutation, faut qu'on fasse attention. Il y a touchdown pour Fabrice. Touchdown pour Fabrice, c'est pas mal ça. Ça pourrait faire l'objet d'une émission. Enzo, alors toi tu es venu comment au foot américain ? Quel âge tu as Enzo d'ailleurs ? Alors j'ai 19 ans, je suis encore étudiant. Et mon rapport au football américain, il est arrivé quand je suis rentré en seconde. Je suis issu du milieu du cheval, donc pendant 10 ans, 12 ans, je montais à cheval en compétition, j'étais cavalier de haut niveau. Et les aléas de la vie ont fait que j'ai dû arrêter. Et depuis tout petit, je joue avec mon papa à FIFA et à Madden. Ouais. Et du coup, un jour, il m'a dit il faudrait que tu trouves un autre sport. J'ai dit écoute, j'ai envie de jouer au football américain, je vais essayer. Il y avait un club pas loin de chez moi, à Albi, parce que je suis originaire du Tarn, donc j'ai découvert comme ça. D'accord. Ah, énorme. Albi, t'aurais pu aller au rugby, mais t'es allé au foot américain, c'est bien ça. Bon, et ça te plaît le foot américain ? Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a déplu aussi ? Parce que il y a peut-être pas que du plaisir dans le foot américain. Et qu'est-ce qui me plaît ? Moi, j'ai évolué au poste de quarterback. Moi, ce que j'aime, c'est la stratégie, c'est de penser, c'est de réfléchir, c'est de se creuser la tête. Donc, c'est vraiment cet attrait très échec, très stratégie qui m'a plu. Ce qui m'a déplu, c'est qu'on n'est pas peut-être seul maître de son destin. Ouais. Et je trouve que c'est aussi... ce n'est pas que déplu, c'est aussi une qualité d'être dans une équipe et de compter les uns sur les autres. Ouais. Max, oui. Par rapport au poste de quarterback, on en parlait avec Thomas, ton coach. C'est aujourd'hui le poste le plus médiatisé dans ce sport-là. Est-ce que toi, tu as forcément peut-être des idoles ou des joueurs qui te font rêver ? Et est-ce qu'il t'arrive de passer des nuits devant beIN Sport et peut-être de t'inspirer et d'en parler à Thomas le lendemain ? On avait dit pas de marque, Canal+, et Eurosport. C'est le CSA en fait, on va le rappeler, on va le renommer lui. Oui, non, évidemment, au niveau des idoles, comme tout jeune, en plus moi à l'époque où je découvre Madden et la NFL, c'est les grandes époques de Tom Brady et des Patriots, donc évidemment supporter des Patriots et de avec Tom Brady. Julian Edelman aussi. C'est ça, Julian Edelman et Gronkowski. Mais je me suis beaucoup attardé, parce que c'est un profil que j'aime beaucoup, à Cam Newton, aussi pour son passage chez les Patriots, mais c'est vrai qu'il y a des jours où les nuits sont longues sur beIN Sport. Et c'est vrai qu'avec Thomas, on s'envoie 2-3 vidéos souvent par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont gagner le Super Bowl, les Patriots ? Je l'espère. Ça va être compliqué, parce qu'il y a du monde. Les Seahawks de Seattle, c'est costaud cette année. Il y a du beau monde, mais en tout cas, les équipes qui sont aujourd'hui en play-off, il n'y en a aucune que je déteste. Donc dans tous les cas, je serais plutôt content. Et Fabrice, les Broncos, club où Lewis Hamilton, ton cher ami Lewis, est co-actionnaire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Et donc, ils ont gagné, ils ont eu chaud aux fesses. Ils ont eu chaud, ouais, c'est ça. Contre les Bills de Buffalo, là, 33-30 en prolongue, c'était compliqué. Mais bon, comme l'a dit Enzo, je pense que pour le coup, sur ces playoffs, autant des fois on a l'impression qu'il y a quand même une voie royale pour une franchise, autant là, il y a quand même, les cartes sont quand même assez dispersées. Ouais. Un peu comme la Coupe de France cette année, je dirais. Ouais. Les Broncos où il y avait Peyton Manning, bien sûr, ce fameux quarterback. C'était vraiment très très fort. Louis, une question ? Ouais, moi j'avais une question plutôt au niveau de... On parle de médiatisation de ce sport, on parle bien entendu des grandes équipes américaines. Aujourd'hui, est-ce que tu as une explication au fait que
le sport le plus médiatisé, le plus important des États-Unis, c'est le football américain, et qu'en France, même, mine de rien, ou même voire en Europe, c'est pas... voilà, il n'y avait pas beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Ça commence à se démocratiser, on le voit notamment avec de plus en plus de cartes virtuelles qui sont mises en vente ou qui sont mis en promotion par certains joueurs ou même des actionnaires comme Lewis Hamilton, très connus, qui vont sur ces plateformes. Mais voilà, quelle est ta vision de ce sport en Europe ? Comment tu vois son évolution ? Eh bien écoutez, en Europe, ça se démocratise de plus en plus. C'est quand même un sport qui a eu un peu de mal à traverser l'Atlantique. Si je dis pas de bêtises, il a quand même fallu attendre la guerre. Et on remarque encore les effets qu'a eu la guerre sur ce sport. Au Japon, ils ont des très bonnes équipes. En Allemagne aussi, c'est là où l'influence américaine a été importante. En ce qui concerne la France, aujourd'hui, on a une fédération qui travaille pour essayer de faire monter ce sport. En tant que joueur, moi je dirais peut-être pas toujours dans le bon sens, surtout au niveau du football américain, mais on le voit de plus en plus avec la médiatisation, les youtubeurs, les réseaux sociaux, que c'est un sport qui monte de plus en plus, et c'est un sport auquel les gens s'intéressent, et c'est là où les Américains sont très forts. Les gens s'y intéressent au début pour le Super Bowl, pour qui est-ce qui chante. C'est un sport qui est quand même très commercial, ce qu'on fait pas beaucoup en Europe, et qui est très américain, et c'est pour ça que ça a aussi mis du temps à venir à nous, je pense. Ouais, malheureusement, c'est vrai que... C'est vrai qu'en plus, il faut reconnaître que les Américains, ils ont vraiment le sens du spectacle. Et juste une parenthèse, parce que j'ai regardé les Bills de Buffalo contre les Broncos de Denver, et il y a 30-27 pour les Broncos, il reste 55 secondes à jouer. Les Bills de Buffalo ont 3 temps morts à prendre. Il faut marquer un field goal, bien sûr, absolument, pour aller en prolongue au minimum. Oui. Et ils y arrivent, quoi. C'est fou. On a l'impression que ce sport... il arrête le chronomètre, en fait. J'ai pas l'impression que 55 secondes, ça fasse 55 secondes. Moi, ce que j'adore aussi dans ce sport, c'est vraiment cet effet un peu stressant. C'est le turnover, il peut arriver très rapidement. Exactement. C'est pas comme au basket où c'est des scores souvent qui vont être serrés. Où c'est je te renvoie la balle. Le football américain, c'est on peut passer d'une équipe qui domine à la mi-temps à qui s'effondre en seconde. Et c'est vraiment quand il reste 5 secondes, il suffit d'une interception ou d'une longue passe ou juste d'une bonne passe ou d'un bon running back pour faire la différence et réussir soit à arracher la victoire ou à arracher les prolongations. Ouais, c'est fou, Max. Ouais, on parlait du Super Bowl et justement du show à l'américaine. Depuis quelques années en France, en basket, ils ont fait le All-Star Game, qui n'était pas du tout chose faite en France auparavant. Le fait que justement il y ait une ligue élite là, qui va être construite, est-ce que vous en discutez entre vous, même tu en as peut-être déjà entendu parler, toi qui es dans le milieu, d'avoir un show, un espèce de entre guillemets Super Bowl français qui pourrait, par le biais de sponsors, etc., forcément peut-être donner plus d'attrait médiatiquement à ce sport? Je pense que c'est ce que Thomas disait, c'est vraiment le but de cette nouvelle division qui va être créée un peu au format hockey, c'est vraiment d'avoir 8 équipes qui vont être 8 têtes d'affiche, qui vont se disputer des bagarres acharnées en permanence et qui vont nous offrir du spectacle. Des équipes qu'on va pouvoir suivre, où il n'y aura pas forcément de montée, de redescente, qui va permettre à des nouveaux spectateurs d'arriver et de se dire c'est telle équipe, moi je supporte un tel, et de ne pas avoir trop de mouvements entre guillemets dans cette ligue pour la suivre assez facilement et du coup apporter des actionnaires, du show et de l'argent. Est-ce que le spectacle il est vraiment lié à ce sport ? On dit, c'est toujours, il y a un grand débat, moi je l'écoute depuis des années dans d'autres sports. Est-ce qu'il faut du spectacle ? Est-ce qu'il faut les résultats ? Alors, les résultats avec le spectacle, bien sûr, c'est le firmament, comme on dit, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir du sport, vraiment de haut niveau, ou du spectacle, ou est-ce que dans le foot américain, c'est possible d'avoir les deux ? En Europe, je parle bien sûr. Je pense qu'en Europe, il y a besoin de ce show parce que pour que notre œil se pose sur quelque chose, il y a besoin de paillettes, entre guillemets. Et le show apporte les spectateurs. Et si on n'est pas issu directement du monde du football américain, c'est assez dur de rentrer dans ce monde. Donc je pense, oui, qu'il y a besoin de ce show. Alors, faut pas que ce show n'abuse et ne prenne la place sur le côté sportif. Mais pour se tourner vers vraiment ce côté sportif, je pense qu'il faut, au jour d'aujourd'hui, dans un sport qui n'est pas encore assez développé et qui n'a pas encore beaucoup de visibilité, ce show pour amener du monde, justement. Ouais, mais c'est pas que en Europe, c'est aux États-Unis aussi. Enfin, là, on le voit, l'entrée des joueurs, c'est un truc de malade. Les mecs, ils sont... c'est un truc de fou. Quand on regarde, moi, les peu de matchs de NFL que j'ai pu regarder, ce qui m'a marqué le plus, c'est pas réellement la performance sportive,
C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, le show, parce qu'il faut garder quand même les téléspectateurs, parce qu'il y a énormément de turnover, ou du moins des arrêts. C'est la base du sport, de ce sport, le show. Après, c'est très américain, hein. C'est à l'effigie des Monster Trucks, c'est des stades qui sont immenses, des équipes qui sont immenses. On parle de sommes d'argent où nous, on comparerait ça au football, au soccer en France. Au niveau des infrastructures, on ne se rend même pas compte comment les États-Unis ils sont largement devant que des équipes européennes en termes de budget. Et même au niveau universitaire, sans parler de NFL, aujourd'hui, peut-être même que le niveau universitaire est plus vendeur que la NFL. C'est vraiment très américain, ça montre la grandeur américaine et la façon de faire l'américaine. Toujours tout en très grand, en beaucoup. De retour sur Logos FM pour cette dernière partie, en compagnie d'Enzo Moté. Et non, nous avons retrouvé Thomas Delarbre, le coach, on a encore permuté. Voilà, nous, l'équipe de Logos FM, avec ASA Sport, on s'adapte toujours. Formation tortue, Fabrice. C'est bon. Exactement, on s'adapte au sport. Puis Thomas nous a dit que les changements étaient limités au foot US, donc on a le droit. Donc on peut changer comme ça jusqu'à demain, on est intouchable. Prépare-toi Laurent, c'est à toi après. Alors, Maxime, toi qui trouves toujours des excuses à l'ASM Clermont-Auvergne, j'aime bien te taquiner, tu le sais. Père Terezo. Hein. Ouais, Père Terezo, oui, il y a Mère Teresa et lui c'est Père Terezo. C'est que je gère les réseaux sociaux de Logos FM, c'est pour ça que tu dis ça, non ? Exactement. Mais comment on peut finir cette Champions Cup avec 0 points, sérieux ? Bah écoute, déjà, donc, sur le papier, c'est sûr qu'on finit à 0. En soi, on est éliminé. Que tu aies, je pense, 4 points ou 0. Non, mais 4, c'est mieux que 0 quand même. À la fin du bal, c'est pareil, on est éliminé. Il y a quand même des grosses désillusions, hormis nous, avec les Rochelais aussi, qui ont pris un sacré coup par les oreilles. L'Aveyron Bayonnais aussi, je trouve, qui a énormément déçu. Ouais, mais je parle de l'ASM Clermont-Auvergne. Oui, mais c'est pour te dire, Fabrice, que déjà, on n'est pas les Bayonne, seuls. c'est la 2e participation. Oui, d'accord. Et on sait que La Rochelle n'est pas en forme. Nous ne sommes pas les seuls. Alors, je pense que je vais essayer d'être assez objectif, Fabrice. Ouais. On avait un groupe qui était... J'ai peur quand il commence comme ça. Qui était quand même assez relevé avec Toulouse, Sale, les Saracens, les Sharks d'Afrique du Sud. Alors, je suis bien d'accord avec toi qu'un 0 pointé pour la SM Clermont-Auvergne, c'est juste très compliqué à admettre. Maintenant... Oui, parce qu'on a un lien avec cette compétition. On a été finaliste 3 fois. Tout à fait. On a toujours réussi. Moi, je suis allé au Michelin, j'ai eu des matchs de Coupe d'Europe incroyables. Je pense que la dynamique a été mauvaise dès le départ. En fait, on attaque aux Saracens avec une équipe des Saracens surboostée. Bon, là, pour le coup, je pense qu'aller faire un résultat là-bas, c'était assez compliqué. Là où, pour moi, on se loupe réellement, c'est le deuxième match avec Sale, la réception de Sale au Michelin. Ouais. Où, pour moi, malgré que tu as malgré que tu aies un match après à Perpignan qui était assez important, qu'on a perdu d'ailleurs. mais pour moi, ce match contre Sale, il fallait le gagner à la maison. Et donc c'était compliqué. Et après, tu joues plus grand chose en fait. Donc forcément, un stage de cohésion, soi-disant, en Afrique du Sud. Faut espérer que ce stage de cohésion soit bénéfique pour la fin du top 14. Louis, je te laisserai la parole après. Qu'est-ce que tu en penses en tant que coach, de Thomas, de ces stages de cohésion ? Parce que bon, toi, tu suis Clermont, tu m'as dit un petit peu, et 0 points, Coupe d'Europe, en top 14, c'est pas terrible. Et ces stages de cohésion, est-ce que ça peut ressourcer un peu l'effectif ? J'avais vu passer l'information qu'ils partaient en Afrique du Sud avec cet objectif de ressouder le groupe. J'espère pour eux que ça permettra une nouvelle dynamique, de permettre justement de se retrouver ensemble, parce qu'ils le sont déjà toute la journée, toute la semaine. Peut-être que là, un peu plus, ça va permettre la suite. Ouais. Je leur souhaite le meilleur, en tout cas, pour le top 14. Et qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce qui se passe à la SM Murios ? Ça fait 3 ans qu'il est là. Moi, j'ai rien contre lui parce qu'il a eu des résultats. Il a été champion de France avec Castres. C'est forcément un bon entraîneur, mais pourquoi il n'y arrive pas à Clermont ? Après, est-ce qu'il faut comparer aussi en termes de budget par rapport aux meilleures équipes françaises ? Est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce que le Clermont est toujours attractif pour les joueurs ? Il y a des questions à se poser aussi sur tout ça. Très bonne question, ça. Très bonne question. Moi, je crois que non, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui devaient venir et qui ne sont pas venus. Est-ce que Clermont reste attractif ? Louis, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? C'est très 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 bonne question, effectivement. C'est un peu à l'image d'autres sports, d'autres clubs qui ont une aura, qui ont quelque chose qui colle bien à un championnat français. L'ASM aujourd'hui a une image aujourd'hui de grands clubs du top 14, mais effectivement qui peine à avoir des joueurs dans son effectif de très haute qualité.
On l'a vu, ça fait partie de la vie d'un club. Certains s'en sont relevés et c'est là où, pour moi, ça fait écho à l'interview qu'on avait eue avec Jean-Marc Lermé, où il faut tout mettre sur la formation et faire en sorte d'avoir des jeunes aujourd'hui qui permettent de jouer le haut de tableau, de revenir à un certain niveau comme Toulouse a pu le faire il y a quelques années maintenant déjà, il y a 5 ou 6 ans. Et derrière ça va renclencher la machine pour pouvoir avoir des bons joueurs. Je pense qu'il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits au niveau du recrutement qui n'ont pas été forcément, ou en tout cas au niveau de la formation, pas suffisamment bons. D'accord. Juste pour terminer rapidement, mais tu vois, on voit aussi la section paloise qui est éliminée, qui fait une grosse saison en top 14, qui pour moi a des très sérieux arguments. Et malheureusement, que tu finisses à 0 pointé, à 4, 5, 6 points, malheureusement, tu es éliminé pareil. Donc, première participation à Pau. Tout à fait, mais par rapport au niveau de jeu, tu vois, simplement au niveau de jeu, nous, on n'est pas au niveau de Pau. Donc pour moi, est-ce qu'on n'est pas finalement aussi à notre place dans ce groupe-là ? Ouais. Je voulais parler aussi de Ligue des Champions, parce que je sais, Louis, que tu vas au Stade Vélodrome, c'est demain soir au Stade Vélodrome contre Liverpool. Alors la Ligue des Champions, est-ce que le PSG peut coudre sa deuxième étoile sur son maillot, Thomas ? Par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison, ils sont déjà qualifiés pour la suite, si je dis pas de bêtises. Donc, attention, t'as 2 Marseillais. Il n'y a pas de raison que ça arrive pas. Moi, je suis pour les clubs français. Bon, c'est bien. Il va être dur à bouger quand même. Il est assez costaud, Mais j'espère pour eux, ça serait bien. Pour le championnat français. Ils vont nous laisser la Coupe de France au moins, cette année. Ouais, ils ont perdu contre... Faudrait pas que le Paris FC la gagne quand même, parce que là, ça ferait désordre. Ça serait toujours Paris, quoi. C'est ça. Mais bon, je pense que du coup, il y a clairement une opportunité, parce que le Paris FC aussi va avoir envie de performer dans le championnat. Donc je pense que comme là l'épouvantail est parti, ça va être une belle fin de compétition pour la Coupe de France et au moins avoir un peu de suspense, quoi. Est-ce que Liverpool va gagner à Marseille ou est-ce que Marseille peut battre Liverpool ? Si l'OM joue au niveau auquel ils sont en ce moment, je pense que Liverpool, ça va pas être facile pour qu'ils viennent gagner au Vélodrome. Ne parle pas d'Angers par contre. Je parlerai pas d'Angers, mais... Tu disais il y a pas longtemps qu'Angers, c'était la maison de retraite de Saint-Maurice de Pionçois. Bien entendu, c'est pas la grande équipe de Ligue 1, mais c'est quand même une belle équipe. Il y a des combinaisons qui font plaisir à regarder. Ça marque des buts, c'est spontané. Non, mais Marseille en forme. Ça joue au foot en ce moment. Meilleur buteur du championnat qui est chez nous. Avec Greenwood qui est impressionnant. Pied droit, pied gauche, il est vraiment imprévisible. Tu joues une finale contre le PSG, tu joues une finale, tu joues un vrai match de foot, tu leur fais très peur. Après, Marseille, toujours Marseille, ils te font kiffer jusqu'au dernier moment. Et puis ils font ils prennent le trou de top et puis ils trébuchent, ils tombent, ils se font mal, ils perdent. Il faut marquer en premier. Ouais. Au Vélodrome, il faut marquer en premier. Est-ce que tu as compté les tops, Louis ? Que s'ils perdent, que je vous entende pas parler d'erreur d'arbitrage, parce qu'à chaque fois... Pour Liverpool ? Thomas, je te mets au courant, à chaque fois que Marseille perd, ouais, mais l'arbitre, là, c'était pas bon. Là, c'est... Non, mais nous, on ne fait que reprendre les propos de la presse, Fabrice. C'est comme la SM Clermont-Auvergne, c'est pareil. Quand la SM... Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand la SM gagne, tout va bien, et quand la SM perd, forcément, l'arbitre... Alors, pas Louis... Maxime a un peu tendance à... C'est vrai ? Ouais, non, mais c'est parce qu'il y a une vraie différence de connaissance du football, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Après, j'avoue que moi, j'essaye quand même de reprendre... D'être objectif. D'être objectif et aussi de reprendre... Et de reprendre aussi les dires, tout ce On est tellement content que tu sois rentré de Laponie parce que j'avais peur que le Père Noël te séquestre. Non, il m'a proposé de faire sa communication, mais j'ai refusé, Fabrice, parce que moins 30 pour moi, c'est pas acceptable. C'est sûr, moins 30. Moins 30 000 euros sur ton compte, tu veux dire ou... Non, moins de 30 degrés. Ah, d'accord. Okay. Tu devrais essayer, c'est pas mal pour la récup, apparemment. Okay. Et juste pour finir rapidement sur Marseille, mais ils disent que ça va être le plus gros, un des plus beaux et plus gros tifos jamais vu au Vélodrome, donc j'ai hâte aussi de voir le Vélodrome à guichet fermé. Ah, donc t'es en train de me dire que je vais rien voir du match parce que je suis derrière les poteaux, ça va être chaud. Écoute, c'est ton choix, mais... Derrière les buts, c'est pas un match de derrière les poteaux, c'est pas grave, t'inquiète. Mais par contre, je pense que si t'as un pacemaker, pars avec, parce que le palpitant va être bien haut, à mon avis, Louis. Le taux d'alcoolémie aussi. Tu vois, je lui avais dit 5 secondes, il m'en a fait 35. Ouais, c'est ça, Maxime. C'est la classique. On a du mal à s'en passer quand même. Bon, un gros coup de gueule pour la CAN parce que cette finale a été désastreuse sur le plan médiatique avec Pape Thiaw qui pour moi mériterait une suspension de 2 ans. Je vais me faire des amis sénégalais, mais bon, tant pis. Qui est Pape Thiaw, Fabrice ? Il faut que tu précises. C'est le sélectionneur du Sénégal. Et merci, ouais. Et donc voilà, c'est pas normal.
Voilà, qu'il y ait penalty, pas penalty, enfin peu importe. C'est quand même pas normal de demander à ces joueurs de sortir. C'est quand même une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Enfin bref, peu importe. Puis les débordements en tribune, c'est inacceptable d'avoir un match de ce niveau-là. On parle pas. J'ai vu sur X pas mal de personnes qui disaient qu'il y a une CAN dans les quartiers, tu sais, qui est organisée populaire, et ils disaient que cette CAN est mieux organisée que la CAN officielle entre guillemets. J'en suis certain. Donc franchement, à ce niveau-là, d'avoir en plus sous les yeux du président de la FIFA des choses comme ça, des supporters qui frappent les policiers. C'est juste inacceptable. Pour moi, c'est les deux équipes au vestiaire, une mise au clair. Mais on peut puis pas tu sais, Maxime, il faut commencer par la formation des arbitres africains. On va commencer par là, et ensuite, normalement, il devrait y avoir moins de débordements. C'est ça. Donc Thomas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? On te réinvitera pour parler des différents postes. Là, on est pris par le temps. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Thomas Delarbre, le coach des Servals, et surtout, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Servals pour cette saison ? Des victoires pour la 2e division, on l'espère. De la formation pour la 3e division et encore plus de jeunes pour la suite. Et aussi de la chance pour nos jeunes qui vont partir jouer à l'étranger, au Canada ou ailleurs, à partir de cet été. Bon, écoute, super. En tout cas, on te remercie d'avoir accepté cette invitation, ainsi que Enzo Moté, qui est quarterback au Servals de Clermont-Ferrand. Alors, vous pouvez nous retrouver en replay, en podcast sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur LinkedIn, Instagram bien évidemment, et surtout sur Spotify, parce que le bras droit du Père Noël, il tient forcément. Allez, à très bientôt, à mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Avec un S à sport. Le Goss FM.